Donc je me présente, Christophe Ayad, Le Monde. Je suis très très heureux aujourd'hui d'accueillir pour ce débat organisé par Le Monde Thomas Negaroff, qui est un ami d'abord, mais qui est aussi un historien, un enseignant à Sciences Po Paris, qui est chroniqueur à France Info, pour l'entendre assez régulièrement, et sur France 5, qui est jeune, beau, brillant, intelligent. Et d'ailleurs, je vois pas ce que je fais là. Je pense qu'il va se débrouiller comme un grand. Thomas, il a fait 7 livres déjà, dont la plupart sur les États-Unis ou autour de thèmes américains. Je vais ne citer que les 3 derniers. Hillary et Bill Clinton, l'obsession du pouvoir, en 2014. Star Wars, le côté obscur de l'Amérique, dont on va parler. Et le tout dernier, qui est sorti il y a seulement 2 semaines, Little Rock, 1957, une histoire de ségrégation. On est là aujourd'hui pour parler de Star Wars, le côté obscur de l'Amérique. C'est une drôle d'idée, mais c'est bien que des historiens et des scientifiques fassent des choses qui sortent un peu des clous. Et ce livre, dès qu'il est sorti, il a attiré mon attention. Il l'a d'autant plus attiré que je fais partie des rares personnes de ma génération qui ne connaissent pas Star Wars, ou qui n'ont pas accroché en tout cas. Et donc... mais d'un coup, ça m'a rendu Star Wars beaucoup plus intéressant et sympathique. C'est comment, dans cette mythologie moderne qu'est Star Wars, il y a en filigrane une histoire, une lecture de l'Amérique et de ses puissances et de ses figures tutélaires. Ce que je vous propose, c'est que Thomas, il expose pourquoi il a fait ce livre. Qu'est-ce qu'il a vu dans Star Wars qui lui a parlé, comment l'idée lui en est venue, et qu'est-ce que il a retiré de cette double lecture d'une œuvre qui est devenue, comment dire, une sorte de, je sais pas, d'objet culturel un peu mythologique, de cette mythologie moderne, et de son travail d'historien du présent, notamment, et de sa vision de l'histoire très récente de l'Amérique. On parlera de l'actualité plus tard dans un échange, mais pour commencer, Thomas, voilà, comment l'idée de ce livre est arrivée et dans quel contexte peut-être sort Star Wars pour le situer dans l'histoire récente des États-Unis. Qu'est-ce que ça dit des États-Unis au moment où ça sort ? Merci Christophe pour la présentation gentille, mais pas objective puisqu'on est amis. Donc tout ce qui a été dit, à part le nombre de livres, est juste. Alors merci d'abord d'être venus si nombreux, c'est un plaisir de se retrouver ici à Grenoble. Je remercie évidemment l'organisation du festival de nous accueillir et nous permettre de présenter un livre, mais surtout, moi c'est pas un livre que je viens présenter, c'est une hypothèse que j'aimerais vous formuler. Et Christophe n'a pas vu Star Wars. C'est peut-être le cas de pas mal d'entre vous. À la limite, presque peu importe d'une certaine manière. Pas besoin d'avoir en connaissance parfaite les 8 épisodes, même si mon livre en fait traite surtout des 2 trilogies historiques. Alors qu'on soit d'accord sur la numérotation des trilogies, parce que c'est un merdier sans nom. Dans l'ordre, c'est 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ce qui est très intéressant parce qu'il y a la trilogie et la prélogie. La trilogie, puisque tu me parlais du contexte de la sortie, c'est 1977. Le premier épisode sort en 1977. Et moi, ce que je prétends, mais c'est pas c'est que Star Wars, alors que ça a l'air d'être une saga de science-fiction, évidemment, on est dans un temps très très lointain, nous dit-on. C'est tout pour brouiller les pistes, une galaxie très très lointaine. Quand on a l'impression aussi de se dire, mais non, comme toute œuvre de science-fiction, ça nous parle aussi beaucoup de nous, mais on a tendance à se dire, ça parle de nous, mais de quoi ? Est-ce que ça parle... Bon, on a compris, du bien et du mal, mais le premier mouvement qu'on se dit, quand on regarde notamment la construction des méchants, les Stormtroopers, etc., on se dit, bon, ok, c'est les nazis contre l'Occident, contre la démocratie, ou
puisqu'on est en pleine guerre froide quand le premier sort, c'est l'URSS contre nous, les Américains, qui sommes le bien. Et effectivement, dans le couple Dark Vador, Palpatine, il y a quelque chose de Staline-Beria. Vous voyez, il y a Staline, qui serait l'empereur, et Beria, l'homme de main, hein, qui fait les basses œuvres, qui tue, qui est une espèce de bras armé, même si l'homme d'acier serait plutôt Staline, hein, d'un point de vue de traduction du russe, hein, l'homme d'acier serait plutôt Dark Vador. Mais bon, il y a cette tentation-là, et même George Lucas lui-même, d'ailleurs, hein, avait plusieurs fois expliqué que oui, il s'était servi de nos représentations, y compris, vous savez, les grands films de Leni Riefenstahl, qui a filmé Congrès de Nuremberg, qui a filmé le nazisme montant, ces grands films à la gloire du nazisme, il s'en sert. Mais, encore une fois, moi je ne me suis pas arrêté là parce que ce sont des fausses pistes. À la fois la science-fiction, l'anticipation et le nazisme ou le soviétisme existent, hein, mais sont largement des fausses pistes parce que, et c'est là effectivement que mon hypothèse intervient, c'est de dire qu'en réalité, Star Wars parle d'abord et avant tout des États-Unis, de l'histoire américaine, et offre aux Américains, et alors après on pourra se poser la question, mais pourquoi ça plaît ailleurs qu'aux États-Unis? Parce qu'il y a aussi une dimension plus universelle, sur laquelle je reviendrai après. Mais d'abord, le point d'entrée de ce livre, c'est une réunion entre George Lucas et ses scénaristes. George Lucas est le réalisateur du premier, et on est en juillet 1981. On est chez Lucasfilm, et vous avez George Lucas qui est avec à ses côtés Laurence Kasdan, le scénariste, un réalisateur, Richard Marquand, et le producteur. Et ils ont besoin de savoir un peu ce qu'il a dans la tête, George Lucas. Parce que ce qui est intéressant aussi, évidemment, c'est qu'on est dans l'œuvre d'un homme, George Lucas. Parce que c'est pour ça que je m'intéresse aux deux premières trilogies, parce que franchement, aujourd'hui, avec l'arrivée de Disney, de très nombreux scénaristes, d'équipes qui écrivent, on est moins dans la pureté originelle de la pensée d'un homme. Et l'intérêt, effectivement, ça perd quand même de son sens. Même s'il y a des choses à raconter sur la nouvelle trilogie, on pourra en dire un mot si vous voulez. Et donc, ils sont en train de se retrouver en 81, et George Lucas définit le film, la suite. Il dit « Anakin Skywalker », je ne vais pas vous spoiler le film, mais bon, Anakin deviendra quelqu'un d'autre, bientôt, a commencé à traîner avec l'empereur. Personne ne savait à quel point il était mauvais, parce que c'était un élu. Pas Anakin, mais l'empereur. D'ailleurs, il y a peut-être déjà des fils à tirer. Hein. On peut être élu et avoir un programme caché, on en parlera tout à l'heure. Ça, c'est l'objet de la deuxième trilogie, celle des années plutôt Bush. Kasdan lui pose une question. Était-il un Jedi, Palpatine, l'empereur? Réponse de Lucas. Non. C'était un homme politique. Et c'est là que tout s'éclaire, Richard Nixon était son nom. Il n'a pas dit Adolf Hitler, il n'a pas dit Staline, il n'a pas dit Beria, il n'a pas dit je ne sais pas qui, ou Pol Pot. Non, il a dit Richard Nixon était son nom. Il a subverti le Sénat et a finalement pris le pouvoir, devenant un personnage autoritaire impérial, et il était vraiment mauvais. Mais il faisait semblant d'être quelqu'un de bien, il a aspiré le père de Luke dans le côté obscur. Et c'est ce truc-là qui m'a dit, mais bien sûr, bon sang, mais c'est bien sûr. Il n'y avait pas que ça, il y a aussi le générique. Quand on vous parle d'une guerre civile, quand vous êtes américain et que vous entendez Civil War, la guerre civile, c'est la guerre de sécession, c'est la guerre entre le Nord et le Sud. Et en réalité, quand on commence à regarder Star Wars un peu différemment, mais avec le regard de celui qui se dit « il ne serait pas en train de nous parler de l'histoire américaine », tout s'éclaire. Alors, je vais essayer d'être un peu plus précis quand même pour vous expliquer un peu tout ça. D'abord, ceux qui connaissent bien la saga savent bien que le mal est extrait du bien. C'est-à-dire que ça vient de la même souche. Le mal, donc c'est pas deux mondes différents. Il y a une vraie réflexion très profonde sur le bien et le mal dans Star Wars, mais la question fondamentale de l'œuvre, elle est double. La première question, c'est comment une démocratie devient un empire malveillant, et non pas l'empire bienveillant qu'imaginaient les pères fondateurs quand ils évoquaient l'idée d'un empire, j'y reviendrai. Et deuxième élément, deuxième question plus personnelle, plus individuelle, c'est comment chacun de nous peut se construire le mal. Parce qu'il y a une double lecture dans Star Wars. Il y a la lecture géopolitique, la lecture historique de l'histoire des États-Unis, et une lecture peut-être plus philosophique, plus psychanalytique. Et tout à l'heure, je vous disais, mais pourquoi est-ce que le monde entier s'est intéressé à Star Wars?
c'est parce que ce n'est pas qu'une histoire américaine. Sinon, ça serait resté un succès important, mais qui n'aurait pas traversé le monde entier. Et si ça a traversé le monde entier, y compris d'ailleurs traversant les civilisations et allant bien au-delà d'une civilisation occidentale qui pourrait être dépeinte par Star Wars, c'est parce qu'il y a une dimension universelle. Cette dimension universelle, c'est l'histoire, et c'est vraiment tout l'objet de la prélogie, comment un homme, un petit garçon plutôt, doté de tous les talents, le petit Anakin, va se transformer comme l'image absolue du mal. Et ça, c'est on ne peut plus universel. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Star Wars, les deux idées, l'idée politique et l'idée individuelle, sont parfaitement parallèles. Il y a l'idée que la nation américaine, elle avait à son départ tous les atouts. C'était Anakin, l'enfant surdoué, qui est capable de, sans avoir appris quoi que ce soit, à être guidé par une force extraordinaire, qui a tous les talents, qui est malicieux, qui est drôle, qui a le monde devant lui, mais qui, en raison d'un point de bascule dans sa vie, va se transformer dans le mal. C'est la même histoire que les États-Unis, en tout cas du point de vue de George Lucas, cette nation qui avait tous les atouts, portée par les pères fondateurs, et je joue beaucoup sur le mot de père parce que s'il y a bien une phrase qu'on connaît tous dans Star Wars, c'est vraiment « je suis ton père », et c'est une histoire de père qui fait la connexion entre les deux, et donc il y a cette nation qui, elle aussi, va à un moment donné basculer dans le côté obscur. Alors, et c'est le même truchement dans les deux cas, c'est la même cheville. La cheville, c'est quoi? C'est la peur. La peur. La peur de quoi? Alors, dans Star Wars, il explique bien, notamment dans la trilogie des années 2000, 99-2005, que que l'Empire, que la démocratie, que la République plutôt, c'est pas une démocratie, oui, la démocratie, la République va se transformer en un empire terrible, violent, tout ce que vous voulez, mais par la voie la plus légale possible. Et comment? Par la peur. Et c'est là que la construction intellectuelle de George Lucas m'intéresse. George Lucas, c'est quelqu'un qui a grandi en Californie, dans un milieu très contre-culturel, très hostile aux questions d'impérialisme, qui a notamment grandi dans une Amérique qui, en 1964, se donne, du côté républicain, comme candidat Barry Goldwater, qui est l'incarnation même de tout ce qu'il y a de plus raciste en Amérique. On est dans l'Amérique qui commence à sortir de la ségrégation raciale dans le sud des États-Unis. Et les républicains se donnent pour candidat Barry Goldwater, qui va prendre une raclée contre Johnson, mais qui va semer des graines qui ensuite pousseront sous Reagan plus tard et peut-être même sur Bush aujourd'hui. Mais Goldwater, quand il est élu, il y a un politologue américain qui s'appelle Richard Hofstadter, qui écrit un livre sur la politique de la paranoïa aux États-Unis, où il dit, mais en fait, attention, dans ce pays, quand on utilise à bon escient la peur, quand on agite la crainte de la perte des valeurs américaines, eh bien, on peut tout faire passer en dessous. Et il s'appuie, par exemple, sur plein de choses. Regardez, par exemple, le macartisme. Le macartisme, donc là, c'est la peur du rouge. Sous McCarthy, au début des années 50, vous avez plus de 20 000 fonctionnaires qui vont perdre leur emploi aux États-Unis. Vous avez 1,4 million d'Américains dont les lettres vont être ouvertes parce qu'on craint qu'en cas de guerre froide, ces gens-là ne soient pas dans la loyauté vis-à-vis des États-Unis. Et bien plus tard, allons plus tard, et directement dans le cœur du sujet, après les attentats du 11 septembre, vous avez plus d'un Américain sur deux qui considère que le premier amendement, celui qu'ils chérissent tant par ailleurs, est beaucoup trop libéral, qu'il accorde trop de liberté et que dans cette liberté, il peut y avoir des éléments qui mettent en cause la sécurité des Américains. Et donc, ce que dit Lucas, c'est dit, attention, et Hofstadter avant lui, attention, quand des dictateurs en puissance utilisent de manière maligne, fine, la peur comme un outil de pouvoir, ils peuvent prendre le pouvoir et en faire ce qu'ils veulent. C'est des problématiques qui ne sont pas que américaines, bien sûr. On peut penser à plein d'autres pays, y compris le nôtre, avec par exemple des questions comme l'état d'urgence. Ce n'est pas un avis que je donne, mais la question de la peur peut crisper les gens autour de la question de la liberté qu'on remettrait de côté au nom plutôt de la sécurité. Et donc vous avez la peur qui peut produire cela. Parce que, et c'est ce que Yoda nous dit, la peur produit de la colère. Et la colère, c'est un sentiment qui peut, et c'est en tout cas ce que propose George Lucas, nous faire agir de manière irrationnelle.
Et précisément, c'est là qu'on retrouve le petit Anakin. Parce que si vous connaissez bien les sagas, à quel moment est-ce qu'Anakin bascule? Il bascule quand il commence à... Parce qu'il part de sa planète et il laisse sa mère derrière lui. Il n'a pas de père, enfin, croit-il. Il part sans sa mère. Et tous les psys, Winnicott par exemple, nous racontent que les enfants qui grandissent avec un seul des deux parents ont peur en permanence de perdre l'autre parent. Ça, c'est un truc psychanalytique assez classique. C'est tout à fait décrit empiriquement et théoriquement. Et l'empereur, Palpatine, le saura parfaitement. Il jouera avec la peur d'Anakin en permanence, lui offrant l'hypothèse qu'il, s'il le rejoint du côté obscur, pourra ramener à la vie sa mère qui, entre-temps, est morte. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien la saga, la première fois où on entend le thème de Dark Vador, c'est c'est précisément quand Anakin, devenu jeune homme, veut retrouver sa mère et qu'il et sa mère meurent dans ses bras. Et c'est à ce moment-là que la colère s'empare de lui. Et donc il y a un vrai jeu, à la fois à l'échelle d'un être qui est Anakin, et à la fois d'une nation qui est la peur peut faire basculer une nation, etc. Alors c'est pas évidemment le seul point qui me permet de raccrocher à l'histoire américaine. Ce qui me permet aussi de raccrocher à l'histoire américaine, c'est qu'il y a chez George Lucas un vrai plaidoyer hostile à l'impérialisme. C'est lié à ce que je viens de dire, hein. Il s'inscrit complètement dans une grande tradition qui est celle des anti-impérialistes de la fin du XIXe siècle, dont Mark Twain, que vous connaissez peut-être pour Tom Sawyer ou pour Huckleberry Finn. Mark Twain, c'est aussi, alors à la fois c'est l'un des plus grands écrivains américains, très très drôle, et une très grande conscience politique américaine qui a créé, avec d'autres, la Ligue anti-impérialiste à la fin XIXe, quand les États-Unis commencent à être attirés comme un aimant par l'Empire. Comme un aimant par l'Empire. Alors les Américains nous vendent à l'époque un empire bienveillant, mais ce que nous dit Tom Sawyer, je veux dire, comme nous dit Mark Twain, ou plus tard George Lucas, c'est de dire que l'Empire n'est pas bienveillant en tant que tel. L'Empire est dangereux, c'est l'hégémonie. On n'est pas chez Kindleberger pour faire un peu de théorie, mais on est dans un empire qui, par nature, a dévoyé les idéaux des pères fondateurs. Et donc, ce que propose Star Wars, et ce que propose aussi Mark Twain en son temps, c'est de retrouver les pères, retrouver les pères fondateurs, retrouver l'esprit de cette nation qui est une république au départ. Et c'est là que George Lucas a une vision très très dure de l'Empire américain. Il écrit en 77, donc le premier sort en 77, il a écrit dans les années 70, en pleine guerre du Vietnam. Je vous parlais tout à l'heure de la Californie, qui est un haut lieu de la contestation contre la guerre du Vietnam. Il écrit dans ce contexte-là intellectuel, avec tous ses potes qui sont très hostiles à la guerre du Vietnam, très hostiles à Nixon. Pourquoi est-ce qu'il y a Nixon comme méchant? Parce que Nixon, c'est d'abord et avant tout la guerre du Vietnam. Alors bien sûr, il y aura le Watergate après, mais c'est aussi l'homme de la guerre du Vietnam, même si d'ailleurs historiquement c'est très contestable, parce qu'il est plutôt celui de la fin de la guerre du Vietnam. Mais pour ces jeunes gens, Johnson et Nixon, c'est le mal. Et alors Nixon en plus, après, avec les mensonges du Watergate, c'est le mal absolu. Et puis en plus, avec sa barbe de 3 jours, c'est pareil. Donc, enfin, de 17 heures d'ailleurs plutôt. Et donc vous avez un mouvement là qui va s'enraciner dans cette côte ouest américaine contre Nixon, contre l'impérialisme, au point même que les Ewoks, ces combattants, il les a construits. C'est des gens c'est des créatures qui sont des côtés du bien, vous savez, ces petits combattants dans la jungle. Eh bien, il a expliqué lui-même que quand il a construit les Ewoks, il les a construits sur le modèle des combattants Viet Minh. Vous imaginez quand même la radicalité de l'œuvre qui pourtant est passée à la postérité comme une œuvre très grand public pour les enfants, en omettant complètement la dimension très politique de la chose. Et quand vous regardez la saga, la deuxième trilogie, celle des années 2000, la Fédération du commerce, c'est eux le méchant à ce moment-là. Le mal, c'est la Fédération du commerce. Il a des propos extrêmement durs contre ces libre-échangistes, etc. Il y a un discours quasiment altermondialiste au moment, je vous rappelle, où on a les mouvements altermondialistes les plus puissants aux États-Unis, à Seattle, en 99. C'est d'une très très grande violence. Et Lucas s'inscrit là-dedans. Donc il y a derrière l'apparence d'un film avec des nounours et des jouets, des produits dérivés pour les enfants, un propos hyper politique qui passe pratiquement en contrebande. Mais c'est là où la contrebande devient problématique pour lui. Et j'ai encore 2 points à évoquer. C'est que la contrebande, malheureusement, elle va lui revenir en plein visage. Je m'explique.
quand Ronald Reagan arrive au pouvoir, Star Wars est déjà, évidemment, il arrive en 81, Star Wars est déjà un succès énormissime. Le troisième va bientôt sortir, c'est un délire médiatique, un délire populaire, c'est un spectacle mondial, c'est déjà un film hallucinant. Et sauf que les Américains ne l'ont pas vu comme... en tout cas, Reagan et l'administration républicaine étaient assez malines pour utiliser Star Wars, non pas comme Lucas l'avait pensé, lui, très démocrate, très favorable à Jimmy Carter, très à gauche, très libéral au sens américain du terme, mais Reagan et l'administration ont juste utilisé finalement ce qui apparaissait être une fable réactionnaire. Ils n'ont pas tout à fait tort, je vous dirai pourquoi après. En quoi ont-ils utilisé la fable réactionnaire ? L'opposition frontale du bien et du mal. Alors que Lucas ne cesse de nous dire que c'est compliqué. Le mal est dans le bien et le bien est dans le mal. Que Anakin, qui deviendra plus tard, fermez-vous les oreilles si vous ne savez pas, Dark Vador, désolé. Il est lui-même. Je crois que je savais en fait. En fait, tout le monde le sait, c'est la force du truc. Non, mais c'est que toute cette question-là qui est compliquée, que cette nation américaine qui s'est perdue par un désir impérialiste contre lequel il faut lutter, etc. Tout ça est passé complètement de côté, et Reagan n'a maintenu que deux idées, enfin même trois, mais la troisième je la garde pour tout à l'heure. La première idée, c'est on est le bien, ils sont le mal. Ils, c'est les soviétiques. Et comme dit Reagan quand il arrive au pouvoir, on ne discute avec le diable qu'en position de force. Et deux, alors je ne sais pas s'il a vu, s'il a bien lu et s'il a bien analysé le travail de George Lucas, ce qui n'est pas impossible, parce que vous savez que Reagan, non seulement est un ancien comédien de Hollywood, mais en plus parsemait beaucoup de ses discours d'allusions, parfois à des phrases de films. Il y a par exemple, il est arrivé de remettre des médailles en évoquant le cas, il se souvenait d'un type qui avait sauvé des gens, etc. Et puis après, les historiens se disaient, mais c'est quoi cette histoire ? En fait, c'était dans un film. C'est-à-dire que pour Reagan, la vie, bon, donc ça, en plus, ça touche quelqu'un de particulier en plus, cette histoire-là. Et donc, Reagan va utiliser donc l'idée du bien contre le mal, l'empire du mal, pour définir l'URSS. L'empire du mal, c'est quasiment écrit par George Lucas. Et puis, plus encore, en 1983, quand Reagan propose l'initiative de défense stratégique, vous savez, l'idée de protéger le territoire américain de toute attaque nucléaire soviétique potentielle. On est en mars 1983. Il fait son grand discours. Le lendemain, au Congrès, Ted Kennedy, démocrate, dit « C'est quoi ce truc qu'ils nous font ? C'est la guerre des étoiles. » Derrière ça, l'administration emploie tout le temps l'expression « guerre des étoiles », au point qu'en 1985, n'en pouvant plus de voir son œuvre s'être retournée contre lui, George Lucas porte plainte à 2 reprises contre des lobbies qui utilisent pour vendre à l'opinion publique américaine l'expression guerre des étoiles pour vendre ce bouclier qui est complètement fantasmé et qui a servi certainement à pousser l'URSS à la faute en dépensant trop d'argent dans ses dépenses militaires. Mais toujours est-il qu'on voit comment cette œuvre s'est retournée contre son fondateur, contre son créateur. Ils n'ont gardé que il y a le bien, il y a le mal, nous sommes le bien, ils sont le mal, nous sommes Tatooine, nous sommes la République, ils sont Palpatine, et donc ils ont une lecture littérale et non pas de ce que voulait dire George Lucas. C'est quand même fascinant. Et l'autre point qui, à mon avis, là, pour le coup, pose, à mon avis, cette œuvre comme étant, au fond, une œuvre relativement réactionnaire en réalité. C'est-à-dire qu'il y a une apparence très contre-culturelle que je vous ai évoquée, que j'ai évoquée avec vous il y a un instant, mais il y a aussi une dimension réactionnaire. La dimension réactionnaire, elle apparaît assez clairement quand on regarde le film, notamment quand on le regarde adulte. C'est en cela d'ailleurs qu'il a porté plainte contre Reagan, mais moi je pense qu'il a permis l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan. Je m'explique. Avant qu'il porte plainte contre moi. En quoi est-ce que cette œuvre a permis l'arrivée au pouvoir de Reagan ? Alors c'est d'un point de vue culturel et profond, il n'y a pas que ça, évidemment, c'est jamais exclusif les facteurs, mais il y a une préparation intellectuelle. Il y a un critique de cinéma américain qui s'appelle Peter Biskind, qui est un type extraordinaire. Si vous aimez le cinéma hollywoodien, si vous aimez la réflexion sur le cinéma, Peter Biskind, Le Nouvel Hollywood. C'est un livre qui sort après. Il n'est pas tendre avec George Lucas et Steven Spielberg. Il dit ces gens-là ont tué le Nouvel Hollywood.
le nouvel Hollywood, c'est quoi? C'est, dit Peter Biskind, un cinéma des années 70, extrêmement libéré de tous les codes moraux et manichéens des années 30, 40, 50 et 60. Les films les films de cow-boys, où il y a les gentils et les méchants. Il dit non, les années 70, c'est un monde nouveau. Pourquoi? Parce que la guerre du Vietnam est passée par là. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des guerres, mais que parfois on était du mauvais côté. Alors que Kennedy avait l'habitude de dire « toute guerre menée par les États-Unis est une croisade ». Ben là, ils se sont vite rendus compte, en tout cas l'opinion publique, en 70 bascule, elle est hostile à la guerre du Vietnam. Hein. 51 000 morts américains. Et en plus, sur le fond, est-ce que c'est vraiment une guerre juste? La réponse est non. Interrogation fondamentale sur la notion même de guerre. Et, par conséquence, interrogation fondamentale sur ce qui constitue l'idéal type américain, à savoir l'homme et sa virilité. Celui qui a construit la nation, celui qui a conquis la frontière au XIXe siècle, celui qui allait sur la Lune, l'image d'un homme viril, le Theodore Roosevelt, le président américain de 1900, celui qui présente aux Américains un miroir flatteur. Je suis puissant et viril, je suis cette nation que vous rêvez, je l'incarne. Vous savez, Kennedy, on se trompe toujours sur Kennedy. On dit toujours que Kennedy a été élu parce qu'il était jeune et beau. C'est faux. Il a été élu parce qu'il était jeune et beau, mais surtout parce qu'il succédait à Eisenhower, qui était certes général de la Seconde Guerre mondiale, mais vieillissant, infarctus en 1955, et qui regardait les Russes conquérir l'espace alors que l'Amérique était en train de s'assoupir. Dans un journal de l'époque, j'ai trouvé cette formule formidable, qui est de dire l'Amérique, pendant la campagne présidentielle, l'Amérique ne souffre pas d'un missile gap avec l'URSS, mais d'un muscle gap, d'un gap musculaire. Il faut redonner du nerf à cette nation américaine. Et donc, cette nation américaine, elle se régénère, et Trump en est une expression, régulièrement par des shots de testostérone. Sauf que ça ne marche plus avec la guerre du Vietnam. L'homme blanc, mais pas que blanc, parce qu'il y a beaucoup de Noirs qui sont morts au Vietnam, mais en tout cas les dirigeants, etc., cette nation belliqueuse, elle a montré ses limites. Et Biskind nous dit, ça se retrouve dans tous les éléments, cette interrogation. C'est quoi un homme? C'est quoi nos valeurs? C'est quoi notre modèle? Et Hollywood est toujours un miroir extraordinaire. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Hollywood est un miroir pour comprendre l'Amérique et le monde. Et en tout cas, l'Amérique au moins. On voit les évolutions sociétales, parfois même à Hollywood, avant qu'elles arrivent effectivement. Ce qui est le propre de toutes les œuvres d'art, qui est d'anticiper évidemment la réalité, le réel. Et donc, à la fin des années 60, vous commencez à avoir des films, Le Lauréat par exemple, qui moralement ne sont pas forcément, absolument, ceux qui connaissent Le Lauréat, c'est pas les films qui sont ou Macadam Cowboy, ce genre de film-là, ou même Apocalypse Now. Apocalypse Now, d'ailleurs que George Lucas aurait pu réaliser. Coppola voulait que Lucas le réalise, et puis finalement, parce que Star Wars a failli jamais se faire, donc comme ça marchait pas, il a failli réaliser. Sa vie aurait été complètement différente. Donc Apocalypse Now, par exemple, ou le film de Michael Cimino. Il y a tout un cinéma des années 70 qui est un cinéma éminemment plus complexe, où en plus, et là c'est très important, mais le réalisateur a le final cut. C'est le réalisateur qui, à la fin du montage, décide quelle est la fin du film. Et s'il veut qu'à la fin, on soit en empathie avec les méchants, comme dans Bonnie and Clyde, eh ben on est en empathie avec les méchants, on n'est pas avec la police. On ne se rend pas compte aujourd'hui parce qu'on est habitué à ce genre de cinéma, mais à l'époque, c'est incroyablement nouveau. Et c'est là que survient Star Wars. Et c'est là que Peter Biskind est très très dur avec Star Wars. Parce que Star Wars referme cette parenthèse. Alors que Star Wars a l'air de s'inscrire dans cette parenthèse, encore un film compliqué sur le bien et le mal, c'est vrai. Mais quand on regarde bien comment fonctionne l'œuvre de Star Wars, c'est quoi l'histoire quand même? C'est l'histoire d'un désordre cosmique et familial, voire géopolitique, qui s'explique uniquement par le fait qu'un père ne joue pas le rôle qu'un père doit jouer envers son fils. Et si je dis fils et non pas fille, c'est parce que, contrairement à la nouvelle saga trilogie qui a commencé, les filles sont des personnages très secondaires dans les deux premières trilogies. Alors vous allez me dire, mais Leia, oui, enfin d'accord. Sauf que quand... je ne sais pas ce que vous allez me dire. On dit que vous m'aviez dit ça, mais Leia. Eh bien, quand Dark Vador, qui pressent tout, là, qui sent la force, qui sent Obi-Wan, etc., quand il est en face de sa fille à 2 mm, excuse-moi, quand il est en face de Leia,
il ressent même pas ça. Il trouve que non, elle est assez forte, elle est douée, mais il ressent rien de particulier. Elle n'est, voilà. En revanche, Luke, pardon, quand il est dans les parages, alors là, il sent quelque chose. Ah bah forcément, c'est le fils, le père et le fils. Quelque chose se joue, c'est vrai, le père et le fils. Padmé, pareil, personnage très secondaire qui juste permet de faire avancer l'histoire. C'est vraiment des personnages qui font avancer l'histoire, qui sont des outils, qui sont des instruments. Les hommes, en revanche, font l'histoire. Et regardez la saga, re-regardez-la si vous ne l'avez jamais vue, ou regardez-la comme ça si vous avez envie de la regarder. Il y a 6 épisodes qui chacun durent 2 heures, 2 heures et demie, c'est des longs épisodes. Donc au bout de 2, 4, 6, 8, 10, allez, 12 heures, de batailles cosmiques, d'étoiles noires, de rebondissements, etc. Je suis ton père. D'ailleurs, ce qui est très très mal analysé en général. Hein. Quand il dit je suis ton père, c'est pas encore la fin de l'histoire, parce que quand il dit je suis ton père, il lui dit mais c'est une astuce pour l'attirer du côté obscur. Vous vous souvenez de ça? Il le dit pas encore avec son cœur de père. C'est seulement à la fin. Hein, là vous l'avez, hein, à la fin de l'épisode 6, où là il est en train de mourir. Et qui dit enlève-moi mon masque, mais si j'enlève ton casque, tu vas mourir, mais tu m'as déjà sauvé. Enfin, hein. Et alors, oui, mais sauf que à ce moment-là précisément, on est après donc 12 heures de saga, hein, il faut se les effaner, 12 heures de saga, et là, en un quart d'heure, montre en main, l'ordre est rétabli. Le père est redevenu le père, le fils est redevenu le fils. L'ordre est rétabli. Et cet ordre patriarcal, familial, c'est exactement là-dessus que s'est construite la révolution réganienne. Vous savez ce que disaient les républicains? Les républicains, dans les années 70, disaient « La famille sera aux républicains ce que le Vietnam a été aux démocrates. La guerre du Vietnam a été pour les démocrates un outil culturel formidable sur lequel ils se sont appuyés pour construire tout un discours et toute une mythologie. Nous allons nous construire sur la déconstruction de la famille dans les années 70, sur la question de l'homme. Et tout à l'heure, je vous parlais de la virilité. C'est quand même une histoire d'hommes, de héros finalement. Et à la fin, c'est quand même le bien qui gagne. Hein. Donc il y a quand même... Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais de la parenthèse du nouvel Hollywood qui se referme d'une certaine manière avec la fin de cette saga. Et juste pour vous dire, parce que on dit souvent des conneries sur Star Wars, on en écrit même parfois, regardez la preuve. Ce que dit George Lucas lui-même en parlant de Disney. Il faut que je retrouve. Si je ne retrouve pas, c'est pas grave. Parce qu'on a beaucoup dit, oui, ça y est, c'est la fin de l'œuvre, désormais c'est Disney qui a repris, c'est la fin, il n'y aura plus jamais d'esprit de Star Wars, les fans sont en train de pleurer. Je ne retrouverai pas, mais je retrouverai pendant les questions. Oui. Non, je crois pas, mais c'est pas grave. Enfin, toujours dit que quand George Lucas, qui était fils d'un vendeur de jouets, quand George Lucas a fait son film, avant la sortie du film en 1976, il se promenait dans les rues de Los Angeles et de New York pour trouver des magasins dans lesquels il pourrait vendre les produits dérivés. On n'est pas absolument dans la contre-culture jusqu'au bout, et dans l'anticapitalisme. Quand il a réussi enfin à le faire produire, son film, il a gardé uniquement les droits sur les produits dérivés. Ils se sont dit qu'il est bête. Ben, ça l'a rendu milliardaire. Et puis, il y a une citation où il dit « Je veux faire un Disney ». Il dit « Je veux faire un Disney » en 77. Hein. Il dit « Les Disney rapportent tous 20 millions de dollars, je vais faire un Disney, et grâce aux produits dérivés, je gagnerai beaucoup d'argent. » C'est George Lucas qui a dit ça. Vous voyez, comme quoi, y compris, c'est la chute, chez le créateur et le penseur et l'idéologue de Star Wars, il y a la dichotomie du bien et du mal. Bien. Il y a plein de choses encore. Hein. On est bien ? Bon, vous voyez ce que doit être la science politique. Il y a encore plein de trucs, je suis désolé. Drôle, brillant et passionnant. Je vais m'autoriser 2-3 questions et ensuite je vous proposerai d'en poser vous. Comme Thomas est très très bavard, je lui demanderai de faire un tout petit peu plus court. 2-3 choses qui me sont venues à l'esprit pendant cet exposé brillant.
La première, c'est la figure de Dark Vador, qui est évidente, tellement évidente que on va parler maintenant beaucoup plus d'actualité. J'avais une première question très d'actualité, puis l'autre, tu verras, c'est pas du tout d'actualité. La première, c'est aujourd'hui. Évidemment, tout le monde a fait un rapprochement Trump-Dark Vador. Et on l'a déjà fait à l'époque de George W. Bush. Mais en fait, est-ce que cette image correspond ou pas du tout? Je pense qu'on est un peu obnubilé par le mot dark et qu'en fait, on se trompe. Il y a des Dark Vador dans la politique américaine, mais ce ne sont pas ceux qu'on croit. Alors, tu as raison. Et qu'est-ce que dit plus généralement la trilogie de Trump? Bon, ça, on peut y passer 3 heures, mais on va essayer de le faire en cours. Non, ce qu'il y a de... Alors, tu as raison que les Américains adorent chercher le Dark Vador dans la vraie vie. Bon. Il y a des choses de Dark Vador chez... chez Dark Vador. Dark Vador, c'est pas un idéologue. Dark Vador, c'est le bras armé. Dans la saga, quand on regarde bien, Dark Vador, il a aucune idée. Hein. Dark Vador, c'est celui qui est manipulé, qui est triste parce qu'il a perdu sa maman, qui se fait berner par un type assez malin qui lui promet la vie éternelle pour ce qu'il aime, et notamment faire revivre sa mère et offrir la vie éternelle à son amour, Padmé. Donc, répondre à cette question, ça voudrait dire que Trump n'est qu'un bras armé d'idéologues. Et là, ça pose une vraie question qui, à mon avis, a été posée à Grenoble ces jours-ci, c'est à quoi joue Donald Trump? Est-ce qu'il est lui-même animé par une idéologie, ou bien, comme tant d'autres présidents avant lui, il est comme l'homme du Moyen-Âge, Ramon Llull, le pédagogue, disait, une cire molle qu'utiliseraient des idéologues pour faire avancer leur agenda. On peut l'entendre aussi. Dans ces cas-là, c'est vrai qu'un Steve Bannon, par exemple, qu'on a vu récemment à Lille, mais aussi ailleurs, en Suisse, en Italie, en Turquie, en Hongrie, un Steve Bannon pourrait, dans ces cas-là, jouer plutôt le rôle de l'éminence grise, mais dans ces cas-là, c'est un front renversé, parce que tout d'un coup, le Dark Vador devient celui qui est au pouvoir, et l'éminence grise et le vrai pouvoir devient dans l'ombre. Mais ça, c'est une des théories, hein, que le vrai pouvoir est toujours dans l'ombre, est toujours tapis dans l'ombre. Donc la question, c'est, il y a sûrement un peu de Dark Vador en Trump. En tout cas, il y a deux choses de Dark Vador en Trump. La première, c'est, en tout cas, de Palpatine Dark Vador. Il y a l'usage de la peur. Ça, il y a un historien américain qui a travaillé sur la peur, beaucoup dans l'histoire, et qui a expliqué que jamais, selon lui, un président américain n'avait autant joué sur la peur que Donald Trump pour arriver au pouvoir. Donc cette idée de la peur en permanence, elle est très forte dans Star Wars et dans la construction de toutes les grandes, je ne veux pas dire que c'est un dictateur, hein, mais dans tous les pouvoirs autoritaires. On définit un paysage cataclysmique pour apparaître comme étant le sauveur. C'est une banalité absolue. Et vous vous souvenez, enfin pour ceux qui se souviennent et pour ceux qui ne se souviennent pas, je vous engage à relire le discours d'investiture de Donald Trump qui s'appelle effectivement le carnage américain, et dont on se demande comment d'ailleurs, 1 an plus tard, il peut dire ce pays va merveilleusement bien, je suis là, tout va bien. Parce que ce qu'il décrit n'est pas rattrapable en 1 an, et n'est même pas rattrapable tout court d'ailleurs. Et donc ça c'est le premier point, la peur. Et ce qui est lié avec la peur, c'est l'idée de définir un ennemi, forcément, qui justifierait à la fois la négation de certaines valeurs et l'unité derrière le chef. Palpatine le fait très bien. Les ennemis, c'est la Fédération du commerce et c'est les Jedi qui comploteraient. Et d'ailleurs, Palpatine se fait blesser et prouve comme ça, il y a une preuve irréfutable, ça c'est un truc de Hofstadter, il faut la preuve irréfutable. Si vous voulez être complotiste, il faut la preuve irréfutable. La preuve irréfutable, c'est la fiole d'anthrax de Colin Powell en 2003 à l'ONU, où c'est Palpatine qui montre la blessure qu'il a eue en combattant un Jedi. Regardez, je suis moi-même blessé, la preuve est là, donc accordez-moi les pleins pouvoirs. Et puis après, sous les applaudissements, voilà comment meurt une démocratie, terme très fort employé par Padmé dans la trilogie. Et donc, cette figure du démon, cet ennemi, on le construit largement. Et Trump, son problème à lui, c'est qu'il n'a pas d'ennemis parce que l'Amérique n'est pas en guerre. Donc ils sont construits. Il a besoin d'ennemis permanents et tout le temps et très puissants. Donc c'est la Chine, guerre commerciale, c'est l'islam,
C'est La Corée du Nord. La Corée du Nord, bien sûr, c'est l'Europe tout à coup, l'OTAN, etc. Il a besoin d'ennemis en permanence parce que sans ennemis, son pouvoir ne retient sur rien, puisque dans ce cas-là, de quoi on a peur s'il n'y a pas d'ennemis? Donc il y a la construction de l'ennemi. Et ça, c'est une théorie très intéressante qu'on trouve sous la plume de Michael Rogin, qui est aujourd'hui disparu, et qui a évoqué ce qu'il appelle la démonologie. Il dit, en Amérique, on est très fort pour la démonologie, créer des démons. Et ce qui est intéressant, et ce que Rogin dit en plus, et je finirai vraiment, je suis vraiment très long, ce que dit Rogin, c'est de dire, on crée des démons, et à ces démons, on accole une puissance extraordinaire, bien plus qu'elle n'est réelle. Ce qui permet, de notre part, de justifier l'usage d'une force extraordinaire. L'usage de la torture, par exemple. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à comprendre pourquoi les États-Unis sont une telle démocratie chez eux et qu'à l'extérieur, ils apparaissent parfois comme une puissance aussi violente, aussi, pas forcément à cheval, sur les droits humains, quoi. Parce qu'il y a, entre les deux, la construction d'un démon qui est capable de vous détruire. Et de détruire cette nation formidable que Thomas Paine décrivait en 1776 comme la Nouvelle Jérusalem. Nous pouvons refaire le monde à nouveau. On est dans une dimension très messianique. Donc quand on se pose comme ça, comme une nation messianique choisie par Dieu, tous les instruments sont bons pour la sauver. Il faut être à la hauteur de la mission divine quand même. Et des pères fondateurs qui sont quasiment au niveau des dieux pour eux. Et donc on a ça chez Trump, ses ennemis réguliers. Et juste finir ça, parce que Rogin, c'est passionnant. Tous les démons sont réductibles. Ils se valent tous. Et je raconte dans le bouquin comment, après le 11 septembre 2001, il y avait des manifs organisés contre l'OMC à Washington, et vous avez des journalistes américains de New Republic ou d'autres, qui disent les gens qui manifestent dans la rue contre la mondialisation sont des alliés objectifs d'Al-Qaïda. Tous les ennemis sont réductibles. Et vous savez comment s'appelait la mission qui a exécuté Ben Laden? Geronimo. Bon, alors ça conduit à une question que je poserai ultérieurement, mais je veux revenir encore sur Bush-Trump. Et là, on va parler un peu sérieusement. Enfin, je vais poser une question un peu provocante. C'est que George W. Bush, aujourd'hui, par rapport au côté disruptif de Trump, qui insulte, attaque, brise absolument tous les codes de la bienséance et même de la vie politique américaine, George W. Bush apparaît presque comme quelqu'un d'acceptable. Est-ce que, si on compare les deux présidences, finalement, est-ce que Trump n'est pas qu'un démagogue, certes, qui agite des choses absolument terribles, etc., mais dont, jusqu'à présent, le programme législatif n'a pas mis en place de choses absolument rédhibitoires, contrairement à Bush, qui lui a, brisé, à mon avis, peut-être le tabou le plus grave, qui est violer ses propres normes en 2003, c'est-à-dire l'ONU existe, nous nous conformons au droit international, et en fait, quand ça ne nous arrange pas, donc on passe par-dessus l'ONU. Ça, je pense que l'ordre international et le droit international ne s'en remettent pas. Et d'ailleurs, l'image des États-Unis non plus. Deuxième rupture majeure sous l'ère Bush, c'est l'atteinte au droit individuel à travers le Patriot Act, qui autorise des pouvoirs bien plus importants que même l'état d'urgence en France lorsqu'il était en vigueur, etc. Donc est-ce que finalement le vrai Dark Vador ou Palpatine de la politique américaine, ce n'a pas été George W. Bush qui, agité par un groupe d'idéologues néoconservateurs, parce que ce qui est intéressant, c'est que Bush arrive au pouvoir sans programme. Il n'a pas vraiment de programme à part ce qu'on appelle une forme de conservatisme compassionnel. Et d'ailleurs, il arrive au pouvoir dans des conditions très controversées, c'est-à-dire avec une majorité extrêmement courte et même plutôt une minorité en voix. Enfin, il y a tout ce problème du comptage de la Floride qu'on a tendance à avoir oublié aujourd'hui, mais où il a failli perdre à très peu de choses près, où il aurait dû perdre. Et en fait, ce qui lui donne son programme, c'est Al-Qaïda. Le 11 septembre,
où d'un coup sa présidence prend un sens, ou du moins une direction, dans les deux sens du terme. Ben justement, je crois que la différence fondamentale, alors, il y a plein de différences entre Trump et Bush, mais la différence c'est que c'est le 11 septembre 2001. C'est-à-dire que, à la fois, c'est en deux temps, à la fois Trump n'a pas connu son 11 septembre 2001, et en plus il arrive après le 11 septembre 2001. C'est-à-dire que le Patriot Act existe encore aujourd'hui aux États-Unis, il n'a pas été remis en cause. Ça fait quand même maintenant depuis 16 ans que vous avez le Patriot Act aux États-Unis qui est revoté en permanence par le Congrès à des majorités considérables et qui permettent par exemple effectivement d'emprisonner des gens parce qu'ils seraient en lien avec le terrorisme sans aucun jugement pendant une période indéterminée. Donc c'est quand même effectivement des problématiques importantes. Non, je pense que... Alors d'abord, tu as tout à fait raison, il y a une rupture idéologique entre les deux. À la fois, alors il y a cet acte fondamental qui est le 11 septembre 2001, mais même avant ça, il arrive sans programme, mais il est quand même poussé par ce qu'on appelle le groupe des Vulcains, c'est les néoconservateurs américains, les Wolfowitz et les autres, qui eux ont un vrai programme. Ce sont en géopolitique ce qu'on appelle des réalistes, et quasiment, ce qui est un tabou, des réalistes offensifs. Le réalisme offensif, c'est de dire je ne fais confiance à personne, ça c'est le réalisme. Obama était plutôt libéral, dans le sens acceptons de faire confiance aux Iraniens par exemple. Je ne fais confiance à personne. Offensif, ça veut dire j'attaque même avant qu'on m'attaque. Et c'est les frappes préventives et préemptives sur l'Irak, effectivement, au nom des fameuses armes de destruction massive qui manifestement n'existaient pas. Donc il y a une différence fondamentale entre les deux, puisque Trump n'est pas animé, en tout cas pour l'instant, parce qu'il y a des évolutions en ce moment, vraiment en ce moment au département d'État, qui pourraient marquer le retour, notamment de Bolton, de retour de néoconservateurs, qui poussent par exemple à frapper la Corée du Nord de manière préventive. Et là, on serait sur des choses qui seraient quand même assez comparables entre les deux administrations. Mais c'est vrai que vous avez, en fait, plutôt philosophiquement et idéologiquement, une différence quand même majeure entre les deux. C'est que Bush, porté par une administration néoconservatrice, il y avait l'idée de on peut et on doit diffuser la démocratie dans le monde. D'une certaine manière, on s'est beaucoup trompé quand on a dit, à l'époque, je me souviens, sur France Culture, c'était H24, Trump, c'est le choc des civilisations, c'est Huntington. Mais pas du tout, c'est le contraire. Parce que Bush disait, on peut imposer notre modèle dans le monde entier. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de choc de civilisations qui sont absolument incompatibles les unes avec les autres. Parce que Huntington, c'est de dire, les civilisations sont incompatibles et donc préparons-nous au choc final, à la guerre finale. C'est pas du tout ça ce que fait Bush, par exemple, dans son Greater Middle East, son grand programme de la démocratie qui a été un fiasco au Moyen-Orient. C'est au contraire l'idée, je peux diffuser mon modèle démocratique partout dans le monde. En revanche, chez Trump, on aurait plutôt ce truc-là du choc des civilisations, dans la mesure où je me retire, le truc un peu isolationnisme, America First, mais ça veut aussi dire, parce que je pense que nous n'avons pas, non seulement nous n'avons pas la légitimité peut-être, mais nous ne pouvons pas, parce que nous sommes de modèles civilisationnels tellement différents, conquérir le reste du monde. On n'a rien à faire avec ces gens-là. Exactement. Donc chacun son système. Exactement, chacun son système, et peut-être qu'un jour il faudra se préparer à la guerre. C'est en ça que c'est très très différent. Merci. Troisième point qui me travaille comme ça en t'écoutant, c'est la question démocratie, république, empire. Est-ce que, à sa naissance, les États-Unis, à leur naissance, c'est une démocratie ou c'est plus une république? Sachant que l'un n'est pas incompatible avec l'autre, mais on voit bien vers où mène chacun poussé à l'extrême. Donc est-ce que la question, l'impératif démocratique est le plus important ou l'impératif républicain, de la République, au sens romain du terme? Et c'est là où je pose la question de l'Empire, c'est que comme Rome, la démocratie ou républicaine ou la République démocratique américaine a évolué vers un empire. Quand est le point de bascule? Quand est-ce que on passe de cette démocratie et ou république, donc première question, à deuxième question, l'empire? Troisième question qui est comprise dedans, c'est je parlais au moment de la campagne électorale avec un écrivain, journaliste américain, Chris Hedges, que j'ai connu au Caire, qui était un journaliste très typique du New York Times, quoi, le grand journaliste du New York Times, mainstream, etc., et qui est quelqu'un qui s'est complètement radicalisé, au point
c'est-à-dire dans la critique des fondements de la politique américaine, de la politique américaine actuelle et même ancienne. Actuelle au sens où il me disait, à l'époque déjà, mais Trump ce n'est rien, le drame c'est Hillary Clinton. Donc c'était une critique de gauche, hein. D'une certaine manière, vous pourriez dire, c'est comme une sorte de critique mélenchonienne, qui est Fillon n'est pas un danger, le danger c'est François Hollande, puisqu'il détruit l'idée même de la gauche. Pour faire un parallèle que certains jugeront exagéré ou pas. Sa deuxième chose, c'est de toute façon, ce pays a été fondé sur un génocide, Geronimo, alors, ou un ethnocide, comme on veut, enfin pas comme on veut, c'est pas tout à fait la même chose. Moi je dirais plutôt ethnocide que génocide. Et l'esclavage, c'est-à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme et la non-reconnaissance de la part d'humanité dans une part importante de la population américaine, que sont les Noirs, avec toutes les conséquences que cela a jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une question très très longue, en plusieurs volets, mais... Et surtout, je vais répondre court pour qu'on puisse laisser un peu des questions aux gens. Mais sur la République, oui, c'est d'abord une République. C'est d'abord une République. Donc la question de l'efficacité est plus importante que celle de la représentativité. Oui, avec comme fondement historique l'angoisse absolue du démagogue, l'angoisse absolue de la démagogie qu'on retrouve une première fois sous Andrew Jackson au XIXe siècle, mais qui est entravée par des tas de poids et de contrepoids, les checks and balances de la Constitution américaine, la crainte de la personnalisation du pouvoir. C'est des débats très importants au début de la présidence américaine. Lisez les Federalist Papers si vous voulez ça, mais il y a plein de choses à tirer de ça. Et la volonté de maintenir du pouvoir aux États. Et donc ça, système électoral... Voilà, donc on est très proche de Rome, en fait. C'est-à-dire oui, absolument. Et d'ailleurs, une république cuirassée, armée, pour qui la démocratie est un instrument pour empêcher l'un des généraux de devenir un dictateur. Oui, et d'ailleurs, il y a une série de bouquins américains dont j'ai en tête, c'est Are We Rome? Sommes-nous Rome? Avec la crainte aussi ce que ça implique. C'est-à-dire que sommes-nous Rome, y compris dans la mort, dans la fin. En deux mots, c'est l'idée que nous sommes devenus un empire tellement grand que cet empire désormais est incontrôlable et que sur les marges de l'Empire, on est obligé d'intégrer des populations de moins en... que l'idéal civique est en train de disparaître, parce qu'il est... etc. Donc il y a tout un... Donc on a fait venir tellement de gens de l'extérieur, tout comme Rome d'ailleurs faisait venir des populations qu'on est en train de perdre notre esprit civique. Oui, c'est ça. Et derrière la thèse de Paul Kennedy, peut-être vous connaissez cette thèse, la thèse de la surexpansion impériale, l'idée de dire, il a écrit en 87, il dit tous les grands empires, dont les États-Unis, sont appelés à mourir parce que, par nature même, ils ont besoin de croître. C'est même une tautologie. Un empire croît, hein, c'est comme ça. Mais au bout d'un moment, il est tellement grand qu'il arrive sur des marges culturelles et civilisationnelles qui se retournent contre lui. Ce à quoi, 3 ans plus tard, Joseph Nye lui répondra à l'anglais, Paul Kennedy, il lui dira « Non, nous, c'est pas pareil. Parce que nous, notre empire, il repose pas sur la contrainte, mais sur l'adhésion. » Donc le soft power. Sur le soft power, ce qui est très contestable, concept. Mais qui est un sujet intéressant, je trouve. Après, on peut répondre à Joseph Nye que Rome est mort aussi de son culte du divertissement à la fin, c'est-à-dire une civilisation qui n'avait plus pour autre objet que de s'amuser, et que d'une certaine manière, on peut faire un parallèle avec les États-Unis dans la surconsommation intérieure et le culte du divertissement. Bon, voilà. Maintenant, ça, c'était mes réflexions à moi, mais vous avez sûrement les vôtres. Donc, je vous propose... Je répondrai court, hein, je vous promets, pour avoir plusieurs questions. On a 16 minutes exactement. Je vais prendre 3 questions par 3 questions, peut-être, ou 2 par 2, pour éviter... Voilà, c'est bien, c'est géographiquement... 1, 2, et puis après, je retiens bien qu'il y a une question là-bas. Je vous demanderai juste, si possible, de faire court aussi. Voilà, merci. Oui, moi je voulais vous poser la question au sujet de l'invitation qui a été faite par Kim Jong-un au président Trump. Celui-ci a accepté, donc le leader nord-coréen marque un point, indubitablement. Qu'est-ce que vous pensez, comment interprétez-vous cet accord, enfin cette acceptation?
et qu'est-ce qui peut en résulter? Alors, on va en prendre deux, trois pour pouvoir monsieur à côté et puis monsieur juste au-dessus. Monsieur au-dessus, puis vous là, je crois. Vous avez parlé du fait qu'il y avait un ordre patriarcal, en fait, sur quoi s'est construit Ronald Reagan. Oui. Et vous aviez dit que la famille est au républicain, parce que le Vietnam a été au démocrate. J'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire par là, etc. Après, vous êtes parti sur le fait que, voilà, à la fin de Star Wars, du coup, le fait que le bien gagne, ça remettait en cause pas mal de choses par rapport à ce là. Donc, j'aimerais que vous précisiez un petit peu. Il y avait monsieur aussi, ou c'est bon? Une autre question? Dans les parages, ou là-haut? Voilà, on va prendre une troisième. Et puis ensuite, on va... Bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour la qualité de votre intervention. J'avais une question par rapport au spin-off de Rogue One. Est-ce que vous pensez que ce spin-off garde ce modèle de critique de l'Amérique où il est porteur d'innovation qui est lié à son temps? Par exemple, ce contexte de combat entre la rébellion et l'Empire, on pourrait le voir comme une incarnation des nouveaux combats de l'Amérique ou même de ses combats internes. D'accord. Alors, je vous remercie. Sur Rogue One, je vais être assez rapide. Oui, je suis assez d'accord. C'est certainement le plus intéressant d'ailleurs de tout ce qui est sorti là depuis Disney, je trouve. Et effectivement, il y a une dimension très politique, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, donc c'est quand même assez pointu. Mais je suis assez d'accord avec vous sur la dimension interne et rébellion interne de cette Amérique, cette espèce de guerre culturelle que l'Amérique connaîtrait aujourd'hui, comme elle l'a connue dans les années 60. C'est vrai que ça résonne. Alors après, est-ce qu'ils l'ont fait volontairement? J'en sais rien, mais il y a des choses à gratter, certainement plus que dans le 7 et 8 qui sont moins intéressants, de mon point de vue. Et alors, moi qui n'ai pas vu Rogue One non plus, je poursuis la question. Est-ce que la notion de rébellion s'applique en dehors de de l'atmosphère quasi d'insurrection médiatique aux États-Unis? Enfin, il y a vraiment deux pays. Quand vous allez aujourd'hui aux États-Unis, vous regardez les médias, vous avez deux pays qui parlent de deux réalités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ou en tout cas, on parle de la même réalité avec deux lunettes totalement différentes. Mais est-ce que ça s'applique aux guerres, et là je parle des guerres extérieures de l'Amérique, qui s'est retrouvée depuis, en fait, à part la guerre du Golfe numéro 1, non pas face à des armées, mais face à des rébellions. Et en fait, face à une rébellion, on ne gagne jamais puisque c'est sans fin. Oui, et une double rébellion, parce que la rébellion sur le terrain et puis la rébellion des opinions publiques. Souviens-toi du million de personnes à Londres, à Madrid, à Paris contre la guerre en Irak. C'est vrai. En revanche, sur la guerre, n'exagérons pas. Enfin, n'exagérons pas. Ne limitons pas cette Amérique duale d'aujourd'hui à l'Amérique de Trump. C'était la même chose sous Obama, sauf que c'était à front renversé. C'était la haine anti-Obama, elle était aussi puissante que la haine anti-Trump aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, au pouvoir, ceux qui avaient la haine anti-Obama, donc on regarde différemment les choses, mais cette Amérique, elle est hyper divisée, et point de comparaison aussi, dans les deux cas, avec interrogation sur la légitimité du président. Trump est arrivé politiquement avec l'idée du certificat de naissance, sous-entendu, ce mec-là n'a pas le droit d'être président, vous avez vu sa couleur de peau, c'est pas un vrai Américain, mais on a ça aussi du côté de Trump, 3 millions de voix en moins, etc. Vous voyez, c'est une crise démocratique très profonde quand on commence à interroger la légitimité des dirigeants. Et les États-Unis sont là-dedans. Et ça nourrit effectivement cette Amérique double. Et quand est-ce qu'est née cette atmosphère de confrontation intérieure, pour ne pas utiliser des grands mots comme guerre civile, de confrontation intérieure extrêmement virulente avec l'élection d'Obama? Oui, je pense vraiment que l'élection d'Obama, alors ça commence un petit peu avant, parce que Bush termine à 12% d'opinion favorable, ce qui est extraordinairement faible, mais là c'était toute l'Amérique ne supportait plus Bush. Mais non, c'est vraiment l'élection de Barack Obama qui était non mais quand vous voyez Obama, Barack Hussein Obama, à la fois c'était, quand il l'a dit, vous allez m'élire, et vous allez ainsi prouver au reste du monde que le rêve américain n'est pas mort, ce qui était une façon extraordinaire de dire aux Américains, en votant pour moi, vous allez nourrir ce rêve américain. Et je regarde Loric du coin de l'œil, qui est parti, mais qui a écrit sur le rêve américain. Vous avez... Et donc voilà, c'est sous Obama. Juste pour répondre aux questions. Oui, alors... Juste la première juste pour expliquer. Sur l'histoire de la famille. Ouais. Je vais peut-être le faire moi. Ouais, vas-y, comme ça, traduis. Je vais traduire Thomas Negaroff. Les républicains, dans les années 80, décident de s'emparer, pas seulement de la famille, mais de la question des valeurs morales, dont la famille est l'incarnation, c'est-à-dire l'avortement comme vraiment fer de lance du combat, la pérennité
de la famille, les valeurs religieuses, de s'en emparer comme d'un champ de bataille politique et d'attaquer les démocrates là-dessus. De mener une sorte de contre-révolution après la révolution sexuelle des mœurs, etc., qui était intervenue à la fin des années 60 dans tous les pays occidentaux. Mai 68, Berkeley, la Californie, etc., le Flower Power et compagnie. Et qui s'était enraciné notamment dans l'opposition à la guerre du Vietnam. C'est pour ça que j'ai évoqué la guerre du Vietnam. Et ils font de ce champ de bataille une sorte d'endroit où ils attirent, où ils concentrent le débat politique avec des démocrates qui passent leur temps à se défendre et à reculer. À se défendre en disant « Non, nous ne sommes pas contre la famille. Non, nous ne sommes pas pour assassiner des enfants. » Mais si vous utilisez les termes du débat de l'autre, lorsque l'autre le porte en termes d'assassinat d'enfants pour l'avortement, vous ne pouvez que perdre. Parce que vous dites quoi? Vous dites non, mais on n'est pas. Vous prouvez quoi qu'un fœtus à tel âge n'est pas encore un être humain ou pas? Donc vous avez accepté les termes de l'autre, il vous a attiré sur son champ de bataille et vous perdez. Et ce qui se passe dans le film, dans la trilogie, c'est que à la fin de la deuxième trilogie, on est dans le 6e épisode, parce que je suis une bille, mais quand même, ce que disait Thomas, en un quart d'heure, on rétablit l'ordre familial qui avait été ébranlé dans tout le Hollywood des années 70 par des gens comme Coppola, De Palma, Scorsese, etc. On rétablit l'ordre familial, c'est-à-dire le père, le fils, les femmes à la maison, et cette filiation qui est à la base même de l'ensemble des valeurs de la société. J'ai une citation pour vous. Cette majorité morale, voilà ce que dit, imaginez, Jerry Falwell, révérend très 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 célèbre, au moment du 11 septembre 2001. Voilà l'analyse qu'il en fait. Quand nous détruisons 40 millions de petits bébés innocents, nous rendons Dieu fou de colère. Je crois vraiment que les païens et les avorteurs et les féministes, les gays et les lesbiennes, qui tentent activement d'imposer un mode de vie alternatif, tous ceux qui ont tenté de séculariser l'Amérique, je pointe du doigt leur visage et dis « Vous avez permis que cela se produise ». Vous vous rendez compte de la puissance du truc? Mais moi, ce qui me frappe dans ce que vient de dire Thomas, parce que lui est spécialiste des États-Unis, moi je suis spécialiste du Moyen-Orient. Ce qu'il vient de dire, on le lit au Proche-Orient en 1968, 69, 70. C'est après l'immense choc qu'a été la défaite contre Israël en 67, la guerre des 6 jours, eh bien vous avez tout un tas d'idéologues religieux qui reviennent et qui disent « Voilà, nous avons été punis parce que nous avons quitté nos valeurs traditionnelles, il faut que nous y revenions, nos valeurs traditionnelles, c'est l'islam ». Et c'est de là que l'islam politique connaît son immense élan. Et je pense que l'Occident, une partie de l'Occident, a connu, par contre-coup, mais a été travaillé par les mêmes mouvements plus tard, face à, tout comme les régimes arabes ont connu l'échec de l'ambition pan-arabe et progressiste, eh bien les démocraties occidentales ont connu l'échec du libéralisme qui a promis le plein emploi et l'enrichissement permanent. À partir du moment de 1974, quand on s'aperçoit que le chômage devient structurel, que votre fils a plus de chances de moins gagner sa vie que vous-même, etc., ce modèle-là est en échec. On met un certain temps à s'en apercevoir à cause des politiques social-démocrates de soutien au niveau de vie, et puis on arrive au bout, c'est la révolution Reagan-Thatcher, l'État n'a plus les moyens et là, un certain nombre d'idéologues disent il faut que nous revenions à nos vraies valeurs, la famille, la religion. Je ne dis pas partout, notamment dans une société où la religion, comme la France, n'a pas sa place en politique, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est intervenu aussi. Et donc le point commun, c'est, dans les deux cas, la peur du déclin, la peur du déclassement. Alors sur Kim Jong-un, rapide. Voilà. C'est une question difficile. Écoutez, pour l'instant, ils ne sont pas encore ensemble dans une pièce. On ne sait même pas si ça aura lieu, quand ça aura lieu, où ça aura lieu, si ça aura lieu.
Donc voilà, par rapport à toutes ces questions, pour l'instant, oui, vous avez raison, c'est plutôt un bon coup de la part de Kim Jong-un. N'oubliez jamais une chose sur la Corée du Nord, c'est que depuis au moins le début des années 80, les Nord-Coréens ont une idée fixe, c'est revenir dans le jeu international et s'asseoir avec les Américains. Donc s'ils discutent, et ce que toujours les Américains ont refusé, sauf un tout petit moment Clinton en 2000, mais si les Américains ne discutent pas, acceptent tout à coup de discuter avec les Nord-Coréens, c'est effectivement un avantage formidable pour la Corée du Nord et pour la stabilité mondiale. Mais après, voyons les conditions. Vous voyez, pour l'instant, les Américains ont commencé à dire oui, mais on ne fera aucune concession. Ça veut dire quoi, aucune concession? Est-ce qu'on parle du gel ou de la destruction des armes, etc. Bon, on en est quand même un peu loin, mais vous avez raison, c'est un dossier à suivre. Pour compléter, moi je ne connais pas de pays ou de régime qui a dénucléarisé, sauf dans 2 cas. Alors l'un qui est plutôt optimiste, l'Afrique du Sud, même si l'Afrique du Sud ne possédait pas la bombe, mais elle pouvait, elle était en train de. En tout cas, elle était sur le point, ces scientifiques avaient les moyens. Il se trouve que l'environnement stratégique de l'Afrique du Sud faisait que, ce régime blanc un peu fou, qui voulait se doter de la bombe contre quoi? Contre le fait d'être entouré d'Africains noirs, c'était pas jouable. Avec la chute de l'apartheid, ce projet fou, heureusement, a disparu. L'autre pays qui a renoncé à des armes qu'il n'avait pas produites lui-même, mais qu'il possédait sur son territoire, c'est l'Ukraine. Je ne trouve pas que ce qui s'est passé par la suite en Ukraine encourage à ça. Donc je n'imagine pas, maintenant les miracles sont possibles, mais je n'imagine pas la Corée du Nord entamer des discussions sérieuses sur une dénucléarisation en échange de quoi? Mais ça serait quasiment en échange d'un traité d'amitié et de protection américain. Parce que sinon, voilà, je ne vois pas ce qui pourrait... je ne vois pas bien quel est l'échange possible. C'est une formidable victoire pour Kim Jong-un. Pour Trump, c'est un gros risque, mais Trump se présente comme quelqu'un de pragmatique. C'est un peu sa méthode. Je vais voir, et puis on verra. Ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas sûr qu'il mesure les conséquences d'un échec. Un échec, ça voudrait dire la diplomatie, c'est fini. Il y a encore une question. Alors, il reste une question et 2 minutes. Donc, voilà, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc essayez d'être bref et concis. Voilà, ça sera la dernière question. Est-ce que ça marche? Oui. Alors, donc effectivement, je trouve on voit bien l'évolution de l'Empire et d'Anakin Skywalker quand on regarde les 6 épisodes, mais quand on regarde que les 3 épisodes originaux, moi j'étais plus marqué par l'évolution de Luke Skywalker. Et pour parler de cette histoire, George Lucas dit s'être inspiré du concept de monomythe de Joseph Campbell, qui dit que tous les mythes ne sont finalement que la même histoire. Une initiation du héros, la figure du mentor, la mort du mentor, l'affirmation du héros. Donc comment vous replacez cette influence Bien sûr, Campbell, qui était d'ailleurs pas très connu jusqu'à ce que la saga sorte, bien sûr, non mais il y a des lectures à plein de niveaux différents. On peut le lire en mythologue. Et il y a effectivement des mythologues qui sont amusés à retrouver la légende arthurienne, la légende, etc., le Graal, même des quêtes... avec des jumeaux en Inde, etc. Tout ça, c'est un melting pot, c'est vrai. Moi, j'ai plutôt une approche d'historien. Mais vous avez raison, ça n'épuise pas. Et même il y a même des livres de psychanalystes sur Star Wars, ou de philosophes. C'est ça qui est formidable aussi, c'est que c'est un livre ouvert dans lequel on peut mettre plein de choses. Mais vous avez tout à fait raison sur la question de la quête. Allez, une petite dernière question. Oui, une toute dernière, je crois, monsieur. Et il reste 2 minutes. En parlant fort, allez-y. À vous, monsieur. Ouais. Alors, oui, sauf que vous savez que quand il a aussi expliqué que l'une des clés de son film, c'était il avait du mal à vendre son film. Et pour lui, l'empire, c'était aussi les grands studios hollywoodiens. Et alors, bien sûr, vous avez raison, il a créé un empire, mais indépendant. Donc, mais c'est les contradictions d'un homme. Après, c'est ce que j'ai, comme je l'ai fini tout à l'heure avec ça. On finit avec ça, c'est très bien. C'est les contradictions d'un homme et la contradiction, même si, je vous ai dit, dès le départ, j'ai pas retrouvé la citation, mais il y avait aussi la volonté quand même de faire un grand succès commercial. Et ça a été le cas, évidemment. Spielberg encore plus après lui. Écoutez, je vous remercie. Mais ouais, vas-y. Non, parce qu'il y avait encore une main, mais vas-y. Il y a encore une question. On va se faire chasser. On va se faire chasser. Monsieur, mais vous la posez fort et rapidement.
Alors, ouais. Alors, bien entendu, je sais pas, mais les Américains sont très divisés et les médias sont très polarisés entre Fox, en gros, qui est extrêmement pro-Trump et qui nous vend en permanence le génie du président américain que personne ne perçoit, mais qui est pourtant bien réel, et l'ensemble des autres médias américains qui sont extrêmement critiques, selon Trump, trop critiques. Donc, évidemment, cette guerre culturelle qu'évoquait Christophe, on la retrouve évidemment dans la dimension médiatique. Bon, je vous remercie.